Et c'est parti donc pour le débat avec d'abord à la une et au sommaire, je vous le disais il y a un instant, ce procès qui s'achève avec encore beaucoup de mystères, celui de Monique Olivier, qui a commencé il y a 3 semaines avec des journées extrêmement fortes en émotion, un procès où hier ce sont les parties civiles qui ont plaidé, le verdict est a priori attendu mardi, mais l'enjeu de ces derniers jours et sur lequel on va longuement revenir, c'est cet interrogatoire de Monique Olivier avec une audience suspendue à ses déclarations, attendant de savoir si elle allait livrer ses derniers secrets dans la disparition d'Estelle Mouzin. Pour en parler, nos invités, les voici. Bonjour à tous les trois. En plateau, Marie Belot, vous êtes journaliste au service police-justice de LCI. Vous avez suivi justement pour TF1 et LCI les grandes journées de ce procès. Vous allez pouvoir nous raconter. Mickaël Morlet-Rivelli, vous êtes psychologue. Vous avez justement expertisé Monique Olivier. Ça va être très intéressant que vous puissiez nous raconter parce que il y a beaucoup d'avis contradictoires sur la personnalité de cette femme, donc on a hâte d'entendre ce que vous allez nous dire. Et puis surtout, vous avez été entendu, vous aussi, pendant ce procès. Christophe Guérat, vous êtes rédacteur en chef adjoint du Nouveau Détective. Et puis également à distance, en direct avec nous, Dominique Verdeillan, qui est chroniqueur judiciaire, auteur du livre Les cabosses de la justice. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, et Gérard Chemla qu'on voit ici à l'antenne. Tout le monde est là, voilà, c'est parfait. Alors Gérard Chemla que je présente également, avocat de plusieurs victimes de Michel Fourniret dans le procès en 2008, notamment des parents de Fabienne Leroy, assassinés par le couple Fourniret en 98. On est donc 5 en même temps. Merci à tous les 5 donc de participer à cette émission. Hier, je vous le disais, il y a donc eu le plaidoyer des parties civiles. Les avocats d'Estelle Mouzin, de Marie-Angèle Domès et de Johanna Parish sont allés à la barre, démontrant la complicité profonde de Monique Olivier dans les enlèvements et les meurtres de son mari Michel Fourniret. Écoutez justement Maître Seban, avocat de ces familles de victimes, au micro d'Éric Josset. On ne sort pas indemne d'un procès pareil. Le couple Fourniret, c'est l'horreur absolue, c'est le trou noir quand on parle d'eux. Évidemment qu'ils retiennent que c'est l'atrocité absolue et qu'il faut une condamnation à la hauteur de ces atrocités. Gérard Chemla, moment très important évidemment pour les familles de victimes que d'entendre la plaidoirie. Comment est-ce qu'elles se sentent à ce moment-là face à un tel enjeu? Vous qui connaissez particulièrement leur état d'esprit, puisque je rappelle que vous avez été avocat de plusieurs victimes de Michel Fourniret. Oui, l'idée c'est que on soit incarné à la barre et que l'avocat, tout en prenant de la hauteur, essaye d'exprimer à la fois la douleur, la conviction. Et puis dans une affaire comme celle-ci, on ne peut pas ne pas se positionner sur ce rapport au mal absolu qu'ils représentent à eux deux, et notamment Monique Olivier, puisqu'il est assez habituel finalement de rencontrer des pervers sexuels, ce sont des hommes qui passent à l'acte, mais des couples organisés de cette façon-là, c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus difficile à comprendre. On a vocation à expliquer ça et essayer de démontrer qu'elle n'est pas la petite mésange effrayée qu'elle essaye de jouer. Alors, il y a une audience qui était particulièrement importante, sur laquelle je voudrais qu'on revienne avec vous tous sur le plateau, également à distance en Skype, et puis surtout aussi avec vous, Marie, puisque vous y avez assisté. C'est le témoignage de Monique Olivier, qui a été entendue jeudi pendant de très longues heures. Qu'est-ce qu'on a appris sur la séquestration d'Estelle Mouzin? Oui, alors ça a été un interrogatoire de près de 10 heures. Et là, je vais vous en faire un condensé. Il faut savoir que Monique Olivier n'a pas fait une déclaration d'1 heure avec tous les éléments. Il a fallu aller chercher Monique Olivier pour qu'elle donne des éléments de détail. Elle raconte d'abord qu'elle a été appelée par Michel Fourniret le lendemain de l'enlèvement de la petite fille pour venir la garder à Ville-sur-Lume. Ville-sur-Lume, c'est cette maison qui appartenait à la sœur décédée de Michel Fourniret, on la voit à l'image, et c'est là que Estelle Mouzin aurait été séquestrée, une maison insalubre, jonchée de poubelles. Il y a eu des photos qui ont été diffusées dans la salle d'audience jeudi, où on a vu l'état de cette maison. Et Monique Olivier, voilà ce qu'elle dit de lorsqu'elle a vu Estelle pour la première fois. « J'étais révoltée, fâchée quand j'ai vu cette petite fille, j'ai même pas osé lui parler à la petite. » Alors pourquoi elle dit ça ? Parce que je le rappelle, Estelle Mouzin, quand elle a été enlevée, elle avait 9 ans. Et lorsqu'on connaît les âges des précédentes victimes de Fourniret, ce serait la plus jeune victime du couple Fourniret. Donc elle l'a dit à plusieurs reprises, j'ai été choquée de voir une si petite fille gardée dans la maison.
Elle va ensuite donner quelques détails sur sa captivité, qu'elle était gardée dans une chambre mansardée, fermée à clé. Elle a dit qu'elle n'était pas attachée, elle a dit qu'elle était assise sur un matelas. Et ça a été aussi un moment fort de l'audience, le fameux matelas rouge brique sur lequel de l'ADN partiel d'Estelle Mouzin avait été retrouvé. Eh bien, il a été amené dans cette salle d'audience. Le scellé a été ouvert devant Monique Olivier. Et là, c'était une forme de déception puisqu'elle a expliqué qu'elle ne reconnaissait pas ce matelas. Sur l'état de la petite fille, l'accusée a donné quelques détails. Elle a expliqué qu'elle était apeurée, qu'elle était en pleurs. Elle m'a dit qu'elle voulait voir sa maman. Je lui ai dit qu'elle allait bientôt la voir. Je l'ai amenée aux toilettes, l'ai ramenée dans la chambre. J'ai fermé la porte. J'ai pas voulu rester plus. Ça me faisait de la peine. J'aurais dû l'emmener loin d'ici. Et Monique Olivier, qui a fait cette révélation, une petite révélation, qui a dit qu'elle avait vu la petite fille décédée, ça on ne le savait pas, elle ne l'avait pas dit auparavant. Elle a dit « Je suis montée à l'étage, j'ai vu qu'il déposait la petite dans un rideau de douche pour l'envelopper dedans. Il l'a descendue, il l'a mis dans le coffre de la voiture. » Est-ce qu'on peut la croire quand elle dit, Monique Olivier, qu'elle aurait dû l'emmener loin d'ici ? C'est difficile de se prononcer sur le fait qu'on puisse croire une personne ou pas, parce que les procédés, en tout cas validés sur le plan scientifique de détection du mensonge, sont extrêmement vastes et extrêmement diversifiés. La question à se poser, et je suis désolé, mais j'aurais pas d'autre choix que de vous répondre par acquisition, c'est qu'est-ce qui permet de la croire et qu'est-ce qui permet de pas la croire. À partir de ce moment-là, on est un petit peu dans la psychologie de comptoir, si je puis me permettre, ou quelque chose qui y ressemble, parce qu'on n'est pas dans la tête des gens. On peut se baser sur un certain nombre d'indicateurs qui laissent à penser que la personne peut avoir une tendance à mentir ou pas, notamment est-ce qu'il y a des troubles de la mémoire chez cette personne-là. Moi, dans le cadre de mon expertise, j'en ai absolument pas détecté chez Monique Olivier. Elle a une mémoire qui est tout à fait fonctionnelle, aussi bien que la mienne et que la vôtre. Donc, qu'est-ce qu'on peut croire Monique Olivier ? Je ne sais pas. Il faudrait être dans sa tête et c'est pas le cas. Est-ce que Monique Olivier a révélé de nouveaux détails sur l'endroit où pourrait se trouver le corps d'Estelle Mouzin ? Parce que c'était ça aussi ce qu'on attendait, ce qu'attendait surtout la famille. Oui, c'était vraiment l'un des enjeux de son interrogatoire. La question lui a vraiment été martelée, à la fois par le président de la Cour, à la fois par les avocats des parties civiles, pour savoir si un nouvel élément pouvait émerger de sa prise de parole. Et elle a dit cette phrase « Je ne sais toujours pas où est le corps. J'aimerais bien le retrouver, le corps de la petite. Je suis monstrueuse, je le sais, mais il ne faut pas croire, j'aimerais bien le retrouver. » Juste pour recontextualiser, il y a eu déjà beaucoup de sessions de fouilles dans les Ardennes pour essayer de retrouver Estelle Mouzin. C'est Monique Olivier elle-même qui, en 2021, a indiqué ce bois de Rumel dans les Ardennes aux enquêteurs en disant que, pour la première fois, elle a affirmé en 2021 qu'elle avait accompagné Michel Fourniret jusqu'à l'endroit où il avait enfoui le corps. Mais elle dit ceci: « J'y étais, mais je ne l'ai pas accompagné sur le lieu exact où était le corps. Quand on est retourné sur place, j'étais incapable de retrouver l'endroit. » Donc Monique Olivier qui a répété tout au long de son interrogatoire « Je ne sais pas, je ne sais plus ». Elle n'a pas donné d'indication sur l'endroit du corps. Christophe Guérat, vous avez aussi suivi ce procès avec beaucoup d'attention. C'était vraiment là tout l'enjeu, en fait, et il y a une certaine déception. Oui, et puis il faut remarquer que... Alors c'est vrai qu'on ne sait pas si la version qu'elle donne aujourd'hui de la mise à mort d'Estelle Mouzin est la bonne, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'entre 2003 et 2017, elle est interrogée 5 fois spécifiquement sur Estelle Mouzin. À chaque fois, elle dit « c'est pas nous, c'est pas moi. J'ai déjà 7 meurtres sur le dos, pourquoi je vous le dirais pas si c'était nous, Estelle Mouzin ?» Donc, objectivement, elle a quand même menti. Et face à la juge Sabine Kéris, qui a fait un travail incroyable, à chaque fois, elle a amené des éléments différents selon les auditions. Donc, je pense qu'elle peut arriver à cette vérité au fur et à mesure, mais est-ce qu'on est encore à la dernière étape de ses aveux ? C'est très difficile à dire. Et est-ce qu'elle a au moins exprimé des regrets, Marie ? Oui, alors ça a été distillé tout au long de son interrogatoire et même d'ailleurs depuis le début du procès. Elle dit des phrases de ce genre: « Je suis un monstre, j'ai des regrets pour tout ça, j'aurais dû l'emmener loin d'ici, j'aurais dû la délivrer, j'aurais dû la sauver, je suis désolée. » Donc effectivement, il y a des notions de culpabilité, de regrets qui sont exprimés. Mais selon une experte psychiatre qui a été d'ailleurs entendue mercredi, Monique Olivier ressent plus de la honte que de la culpabilité. Elle a dit cette phrase: « De savoir que la famille est là et qu'elle entend le monstre parler de sa fille, ça me fait honte. J'aurais dû la consoler. » Alors, vous êtes psychologue, c'est peut-être vous qui allez plus pouvoir le dire, mais en tout cas, il y a une expertise qui a été faite en disant c'est plus de la honte que de la culpabilité. Oui. Comment on explique ça, c'est vrai ? Quoi ? Qu'elle ressent plus de honte, finalement, que de culpabilité. Il y a 2 observations à formuler à votre question. La première, c'est que, me semble-t-il, en tout cas sur la journée de mardi, qui était la journée des experts,
Il y a quand même une dimension qu'on a retrouvée toute la journée, c'est qu'il y avait, de mon point de vue, une énorme confusion qui était faite entre le fait de ressentir quelque chose et le fait de l'exprimer. C'est pas la même chose. On peut ressentir quelque chose et pour autant pas être en capacité de l'exprimer. Après que Monique Olivier ressente de la honte, on sait que la honte, c'est un sentiment qui est plus autodéterminé, c'est un sentiment qui me concerne moi, j'ai honte de quelque chose par rapport à ce que j'ai pu faire ou ce que j'ai pu penser. La culpabilité est plus dirigée vers l'autre. Pourquoi elle ne peut pas exprimer de culpabilité ? Peut-être que c'est à rapporter à son anxiété sociale. Monique Olivier est atteinte d'une anxiété sociale qui a explosé les scores. Moi, j'ai jamais vu ça dans ma carrière. Donc, à partir de ce moment-là où on se trouve devant Comment une on personne- arrive à niveler cette anxiété sociale ? C'est-à-dire à évaluer. Oui. On l'évalue à travers d'un certain nombre d'outils psychométriques qui existent, qui sont validés sur le plan scientifique, qui permettent en fait, à travers différentes dimensions, de pouvoir évaluer les capacités d'expression, les capacités d'inhibition sociale quand on est en contexte d'interaction. On peut tout à fait évaluer ça chez un certain nombre de personnes. Et Monique Olivier, on l'a évalué de plusieurs manières sur cette dimension et elle a explosé les scores. Oui. Et alors moi j'ai une question qui m'intéresse, c'est qu'on le voit sur les images qui sont diffusées à l'antenne. Monique Olivier, le premier jour du procès, a accepté d'être filmée et prise en photo par les journalistes qui étaient présents sur place. Je le rappelle, c'est pas obligatoire. L'accusé a le choix d'être filmé ou non au début du procès. À votre avis, et la question d'ailleurs lui a été posée à l'audience, pourquoi, si elle a cette anxiété sociale si forte, elle accepte au final d'être filmée de tout ? C'était très impressionnant. Il faut imaginer Rockstar. 80 journalistes qui la photographient et la filment avant le début de l'audience. Pourquoi ? Je ne sais pas. Encore une fois, il faut lui poser la question à elle. Ça peut être aussi une stratégie de défense. Est-ce que son avocat lui a pas conseillé de faire ça ? Moi, dans les 38 heures d'entretien que j'ai fait avec Monique Olivier, elle m'a toujours exprimé la nécessité qu'elle comparaisse devant les assises. Elle a toujours exprimé, en tout cas, sa considération par rapport à ce procès-là. Elle n'a jamais cherché à nier quoi que ce soit ou à se défausser par rapport à sa responsabilité. Donc on peut tout à fait envisager qu'elle assume jusqu'au bout cette responsabilité-là et de se dire, je ne vais pas assumer qu'à moitié et puis refuser de me faire filmer. Christophe Guérin, c'est une image aussi qui vous a interpellé, je vous y réagir. Oui, Monique Olivier s'est dit impardonnable au procès, mais beaucoup ont pointé en fait son absence d'émotion. Elle n'a pas versé une seule larme. Mais je crois qu'il faut quand même prendre en compte le fait que pour Estelle Mouzin, on est quand même 20 ans après les faits. Pour Marie-Angèle Domès et Johanna Parish, on est 30 ans après les faits. Et on peut pas. Il faut bien comprendre que cette femme, elle a vécu de près ou de loin, si on compte ces 3 affaires, pas moins de 12 meurtres, peut-être beaucoup plus. Donc en fait, il faut pas se dire que c'est quelqu'un comme vous et moi dans le box. Elle a vécu peut-être tant de choses qu'elle a peut-être même plus la force de pleurer. Voilà, c'est très compliqué de se mettre à sa place. Et à cela, si vous me permettez, je vais Bien sûr. rajouter que comme personne sur ce plateau, on est en train de parler d'une dame qui a 75 ans. Bien sûr. Ça me semble être une variable importante. Oui, et ce sont des histoires en effet qui remontent aussi à très longtemps, donc ce qui peut expliquer la mémoire, etc. Même si vous avez bien précisé que elle a plutôt une bonne mémoire. Voilà, elle n'a pas de problème de mémoire. Dominique Verdeillan, vous nous écoutez à distance, je viens vers vous parce que je voudrais vous entendre là-dessus. Vous portez un regard très critique sur la justice dans cette affaire. Pourquoi il y a un sentiment de déceptif finalement au terme de ces 3 semaines d'audience ? C'est surtout Éric Mouzin que j'ai rencontré effectivement pour les livres que vous avez cités tout à l'heure, Les cabossés de la justice. Il n'attendait pas grand-chose de ce procès, il n'attendait pas grand-chose de Monique Olivier, comme malheureusement les parties civiles à Charleville-Mézières en 2008 n'attendaient pas grand-chose du couple Fourniret. Et effectivement, la seule chose qui lui manque aujourd'hui, c'est d'avoir le lieu où a été enterrée sa fille, mais il s'est fait une raison et il sait qu'il ne l'aura jamais. Alors, on vient de le rappeler, l'âge de Monique Olivier, 75 ans, on vient de rappeler que ce sont des faits pour certains qui datent de la fin des années 80, pour d'autres début des années 2000. La justice, elle est un peu prise par son propre piège. Elle n'a pas cru, dès 2004, en 2008, à la piste Fourniret. Elle n'a pas cru alors que les enquêteurs belges avaient soufflé déjà ce nom-là aux enquêteurs français. On n'y a pas cru, et même apparemment à la barre, un directeur d'enquête est venu dire qu'il n'était même pas sûr que ce soit vraiment Fourniret qui soit responsable de tous ces crimes. Donc évidemment, aujourd'hui, demander à Monique Olivier d'avoir de la mémoire, d'avoir tous les détails de ce qui s'est passé et de pouvoir effectivement donner l'endroit où Estelle Mouzin a été enterrée, c'est un peu kafkaïen, si vous me permettez l'expression. Je reviens vers vous dans un instant, Monsieur Chemla. Juste Marie Belot, parce qu'on parlait d'Éric Mouzin, le papa d'Estelle Mouzin, qui s'est dit quand même très amer lui aussi à l'issue de ce procès. Il a parlé d'un procès gâché.
Oui, alors c'est vrai que cette partie-là où il y a sa déception de l'enquête qui pour lui n'a pas bien été menée, et il y a aussi la façon dont sont menés les débats. Et ça, que ce soit son avocat ou lui-même, ils ont à plusieurs reprises critiqué la façon d'interroger du président de cette cour d'assises, Didier Safar. Ils estiment que, et c'est vrai, on a pu le constater quand on suit le procès, qu'il interrompt souvent Monique Olivier lorsqu'elle commence à parler. Et on le sait, Monique Olivier, il faut lui laisser du temps. Elle prend du temps à construire ses phrases et à révéler des choses. Et souvent, lors des moments de blanc, il lui coupe la parole. Éric Mouzin a d'ailleurs réagi devant notre caméra sur le président de la Cour. Écoutez. La parole est coupée. Le ton des questions posées par le président c'est des questions inquisitoires, un ton inquisitoire qui forcément amène à blocage. Et donc là, on embraye, je ne sais plus, je ne me souviens pas, et ainsi de suite. Et donc, les quelques marches qu'on avait franchies, on les dégringole et on repart en arrière. Gérard Chemla, pardonnez-moi pour l'attente, vous vouliez réagir? Oui, je pense que vous avez posé des bonnes questions sur notamment son attitude à l'audience et le fait de se faire filmer. Je ne peux pas entendre qu'elle a 75 ans aujourd'hui et que c'est un fait qui doit être pris en compte. Au procès de Charleville, elle avait 15 ans de moins. Et elle était identique, c'est-à-dire qu'elle est arrivée avec une coupe de cheveux, avec un tailleur, avec une expression qui avait été travaillée non pas par son avocat, c'était une évidence, mais par elle, puisqu'elle est venue dire des choses qui relevaient de l'énormité. Je ne peux pas penser que l'avocat ait pu lui souffler. Donc c'est pas un système de défense, c'est une façon d'être. Et Monique Olivier, elle passe depuis le début son temps à se construire un personnage de femme soumise qui ne se rappelle que difficilement ou qu'à moitié ou que de très peu de choses, tout en distillant des vérités au fur et à mesure du temps qui lui permettent de rester sur le devant de la scène. Moi, j'ai vu des confrontations entre elle et son mari où il était évident que chacun jouait son rôle et que chacun avait dans sa façon d'être pour but de jouer le premier rôle. Monique Olivier, aujourd'hui, elle joue son rôle à sa manière, c'est-à-dire que effectivement, elle ne fuit pas les caméras parce que elle est assez fière de ce qu'elle est. Elle avait expliqué en prison au tout début qu'elle était une tueuse aussi monstrueuse que Michel Martin, la femme de Dutroux, et elle avait pris le même avocat parce que c'était un élément de fierté pour elle. C'est quelqu'un qui existe au travers de cette affaire. Quant à la douleur et aux larmes, posons-nous la question, a-t-elle pleuré quand elle a fait la toilette d'Elisabeth Brichet? A-t-elle pleuré quand elle a désigné la première victime de Fourniret, Isabelle Laville, dont elle a par ailleurs jamais donné les moyens de retrouver le corps? Ça a été la même chose pour Farida Amiche. Vous avez un jeu qui fait en sorte que nous n'aurons jamais toute la vérité et qu'elle restera, celle qui dit ou qui ne dit pas, et nous sommes suspendus à sa parole, à ses lèvres, à son attitude. Donc ne rentrez pas dans ce jeu-là, même si elle a 75 ans, ça n'est pas une pauvre femme qui souffre à la barre, c'est quelqu'un qui a accompagné un tueur en série et qui a participé de façon directe à des dizaines, parce que il y a ceux qui sont connus et il y a ceux dont on n'a jamais parlé, à des dizaines de crimes, j'en suis certain, et qui n'a jamais versé une larme au moment où elle allait vérifier qu'une petite fille était vierge, ou au moment où il fallait l'amener à son bourreau. Mickaël Morla-Révelli, c'est une femme qui n'est pas capable d'émotion. Enfin, je vous demande ça parce que, bien sûr, vous n'êtes pas dans la tête de Monique Olivier, mais vous l'avez expertisée, vous l'avez dit tout à l'heure, pendant plus d'une trentaine d'heures. Vous la connaissez mieux que nous. Nous, on voit une femme comme ça à l'antenne, on écoute des phrases, on n'a pas eu de discussion avec elle. Comment est-ce que vous la comprenez, cette femme, Monique Olivier? Qui est-elle finalement, avec cette personnalité ultra complexe? C'est vrai. Tout dépend de quel point de vue on se base. Moi, j'ai diagnostiqué chez Monique Olivier un trouble de la personnalité évitante et dépendante, qui sont deux entités psychopathologiques
très clairement défini et expliqué de manière foisonnante dans la littérature scientifique. Je me permets aussi de vous rappeler qu'il y a une expertise qui a été faite en 2004 en Belgique, qui est la première expertise qui a été faite de Monique Olivier par Gauthier Pierson et Xavier Bongertz. Et les conclusions auxquelles moi je suis arrivé dans mon rapport avec mes collaborateurs sont peu ou prou exactement les mêmes que celles de l'expertise de 2004. Mais justement, je voulais en parler parce qu'en 2005, c'est tout l'inverse. Les experts français, eux, disent qu'elle a un QI qui est supérieur à la moyenne, plus de 130, me semble-t-il. Comment on arrive à des résultats si différents? À travers des mauvaises pratiques, à travers l'utilisation d'outils qui sont complètement obsolètes. J'ai développé ça en long, en large et en travers. Ça m'a été reproché par les parties civiles d'ailleurs à l'audience. Les experts psychologues de 2005 ont utilisé un outil qui était édité en 1968 alors qu'ils auraient dû utiliser la 3e version qui avait été éditée en 2000. C'est comme si j'estimais la valeur de votre bien immobilier aujourd'hui avec le cours du franc dans les années 70. Donc ils ont fait une surestimation de plus de 40 points du QI d'une part, et d'autre part, ce qui est le plus malheureux, et je vois un certain nombre d'observateurs finalement qui rentrent un petit peu dans cette porte ouverte, ce qui est le plus malheureux, c'est qu'ils ont fait tout un tas d'inférences entre le niveau intellectuel supposé supérieur de Monique Olivier et sa personnalité. Or, ce sont deux dimensions différentes. L'intelligence et la personnalité, c'est pas la même chose. L'intelligence se réfère à des capacités cognitives. La personnalité se réfère à des traits de caractère et de tempérament qui nous permettent d'être au monde. Donc, je suis toujours assez stupéfait dans cette affaire-là de voir tout un tas d'observateurs qui n'ont absolument aucune compétence en psychologie, qui n'ont pas fait d'examen clinique de Monique Olivier, qui n'ont pas fait d'examen psychométrique de Monique Olivier et qui ont encore moins de compétences en méthodologie scientifique, faire tout un tas d'observations sur ce qu'est Monique Olivier. Faire tout un tas d'observations en commençant des phrases par « moi je pense que » ou « j'imagine que » alors qu'ils ne sont pas dans sa tête. Faire tout un tas d'observations sur des faits donc, qui n'ont jamais été prouvés. Ça m'interpelle beaucoup. Vous allez trouver sans doute ma question naïve puisque vous êtes un spécialiste, mais est-ce qu'on peut penser peut-être que aussi Monique Olivier se joue des experts qui tentent de l'analyser et en fonction de l'un ou de l'autre change sa personnalité? Alors on ne peut pas changer son quotient intellectuel évidemment, mais voilà, peut-être qu'elle s'amuse aussi avec son interlocuteur. Alors votre question est super pertinente. Si votre question est de savoir est-ce qu'on peut penser ceci ou cela, oui, on peut tout penser en fait. Bien sûr. Moi, la question que je me pose, c'est pas de savoir si on peut le penser. La question que je me pose, c'est si je pense ça, si j'émets une hypothèse, comment je la teste derrière et comment je la vérifie. Et si j'ai des outils pour vérifier cette hypothèse-là, où est-ce que les données recueillies à travers l'utilisation de ces outils-là vont m'amener, que ce soit des outils psychométriques ou que ce soit aussi les théories validées sur le plan scientifique. La question, elle est là. On peut tout penser de Monique Olivier. Mais est-ce qu'elle ment? On peut le penser. Est-ce qu'elle est en capacité de mentir? Est-ce qu'elle est en capacité, par exemple, on a identifié chez elle des grosses difficultés de planification sur le plan cognitif. Monique Olivier, c'est quelqu'un qui est très vite saturé dès qu'elle a un certain nombre de tâches à faire. On l'a vérifié de plusieurs façons, avec plusieurs tests différents. On l'a vérifié, revérifié, re-revérifié. Il faut savoir que dans le cadre des 38 heures d'entretien que j'ai fait avec Monique Olivier, je lui ai fait passer 23 tests psychométriques, ce qui est absolument énorme et inutile d'en faire passer autant. Mais j'étais tellement étonné que des résultats que je trouvais par rapport à moi-même, les représentations que j'avais de Monique Olivier, que j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai fait tout ce que je pouvais pour tester 1 fois, 2 fois, 3 fois chaque dimension pour être sûr des résultats que je trouvais. Est-ce qu'on peut penser que Monique Olivier se joue des experts? Oui. Est-ce que Monique Olivier a la capacité de se jouer des experts à partir du moment où ceux-ci s'inscrivent dans une démarche scientifique? Je pense pas qu'elle ait cette capacité-là, très clairement. Alors, on parlait en préparant cette émission aussi, Marie, justement sur sa personnalité d'une femme qui a du mal à s'exprimer parfois, qui parle lentement, qui est assez hésitante. Mais vous l'avez vu aussi se laisser aller à des accès de colère, notamment mercredi. C'était une autre journée très intense où il y a eu ce face-à-face avec son fils, Selim. Comment est-ce qu'il est apparu, lui, lors de ce procès? Alors, il n'était pas présent dans la salle d'audience, il était en visioconférence depuis le tribunal de Nice où il vit. Il était complètement grimé, pour vous resituer un peu, on voit là un dessin d'audience. Il avait une doudoune sombre, il avait une perruque, des lunettes, une fausse barbe, donc pour ne pas être reconnu, pour se protéger, dit-il, il craint pour sa sécurité. Ce que je peux dire juste d'un mot, c'est que malgré sa perruque et sa fausse barbe, c'était assez flagrant de voir la ressemblance physique avec Michel Fourniret. Ça nous a tous frappés dans la salle. Et c'est vrai que Monique Olivier l'a entendu très attentivement pendant 2h30. Elle l'a écouté. Il a eu des mots assez durs sur sa famille, et on peut le comprendre. Moi, j'ai vécu pendant 15 ans avec eux, mais j'ai vécu pendant 15 ans avec des acteurs. Devant moi, ils ne parlaient pas de ce qu'ils allaient faire. C'était l'acteur papa et l'actrice maman. Et à la fin de tout ça, Monique Olivier a été invitée à réagir. Ce qui a été d'abord surprenant pour nous tous, c'est qu'elle n'a pas eu un mot pour lui. Elle a tout de suite dit il a dit des erreurs sur le château du Sautou, bonjour. Voilà, donc ça a été d'abord très abrupt, sa façon de s'adresser à son fils. Pas un mot de tendresse, elle l'a à peine salué.
Et puis, il y a eu cet échange qui a un peu stupéfait tout le monde. Quand Selim va supplier sa mère de parler, de dire aux familles des victimes tout ce qu'elle sait, elle va sortir de ses gonds. « Mais tu me fais la morale ou quoi ? J'ai dit tout ce que je savais. » Là, Selim lui répond sèchement « Je ne suis pas ton fils, tu n'es pas ma mère. » Et là, Monique Olivier, piquée, va renchérir, va rejoindre Michaud, vous vous ressemblez. Michaud, pour recontextualiser, c'était le premier mari de Monique Olivier, dont on rappelle qu'elle avait quand même demandé à Michel Fourniret de s'en débarrasser. Tu ressembles vraiment à ton père déguisé comme ça. C'est bien, maman, montre ton vrai visage, répond Selim. Donc il y a eu cet échange extrêmement tendu entre les deux. Ça a été la stupéfaction. Je le rappelle, Monique Olivier n'a quasiment pas vu son fils Selim pendant 20 ans. Ils ont juste été confrontés dans le bureau de la juge Kéris, mais ils se sont très peu vus en 20 ans. Il ne va pas la voir en prison, par exemple. Oui, Dominique Verdéen, c'est vrai que cet échange est assez, que nous narre Marie Belot, est assez stupéfiant, voire même surréaliste. Et puis, quand Selim dit, je cite, j'ai vécu avec des acteurs, ça en dit tout de même beaucoup sur la personnalité du couple, dans une relation avec leur propre enfant. L'objectif de cet homme, au-delà de ça, c'était aussi quand même d'amener des informations, de révéler des détails qui puissent potentiellement être utiles pour les victimes du couple Fourniret. Là encore, ça a été plutôt déceptif, non ? Oui, ce sont des instants d'audience qui sont évidemment très forts, mais on l'a dit tout à l'heure, la façon dont le procès est présidé ne permet pas forcément à ce que la parole se libère. Alors là, il y a un affrontement effectivement entre la mère et le fils. Pour rebondir sur ce que disait Maître Chemla tout à l'heure, Monique Olivier, elle est exactement la même aujourd'hui à Nanterre qu'elle était à Charleville-Mézières en 2008. On pouvait penser qu'aujourd'hui, l'absence de son ex-mari la change. C'est exactement la même. Donc effectivement, c'est cette femme un peu mièvre de temps en temps quand il s'agit de parler de sa culpabilité ou de sa responsabilité, et puis ça devient tout à fait une autre femme quand elle est confrontée à cet enfant. Évidemment, vous imaginez, vous êtes le fils de Monique Olivier et de Michel Fourniret, il y a un poids énorme, donc tout ça est très compréhensible, mais encore une fois, on l'a dit, malheureusement, ce procès se déroule dans une ambiance qui ne permet pas à ce que des choses soient dites. Vous savez, pour que Monique Olivier finisse par révéler certaines choses, il a fallu le travail acharné de la 8e juge d'instruction, Sabine Kéris, qui a réussi à la faire parler, à prendre contact avec elle, et à partir de ce moment-là, un lien s'est créé, comme s'était créé un lien quelques années auparavant entre Anne Devigne, la juge d'instruction à Charleville-Mézières, et Michel Fourniret. Il faut faire preuve de temps en temps, quand on mène des débats, de tact, de psychologie. Alors, l'avocat des parties civiles a dit à plusieurs reprises que Monique Olivier n'avait pas dit grand-chose, également sur son fils d'ailleurs, en disant que peut-être le disque dur aussi avait été effacé. On sent beaucoup de déception, Gérard Chemla, dans la voix de cet avocat des parties civiles, qui bien évidemment est la vitrine derrière de toutes ces familles qui attendaient beaucoup de ce procès. On imagine peut-être la déception avant même le verdict. Comment est-ce qu'on assiste, on vit un procès comme ça? J'imagine qu'il y a peut-être aussi un accompagnement psychologique, parce que ça doit être extrêmement difficile aussi, la réminiscence de tous ces souvenirs, ou bien est-ce que peut-être finalement elles en sortent aussi apaisées? Alors, Didier Seban est un vieux routier. Il était présent au procès de Charleville et il a passé tout le procès à mettre en demeure Olivier et Fourniret de dire la vérité sur ses clientes, c'est-à-dire sur Johanna Parish, sur Estelle Domès, sur Estelle Mouzin. Et donc, si vous voulez, il poursuit tout à fait légitimement et avec talent la quête qui est la sienne. On savait tous, qu'on soit dans le procès ou pas, on savait tous qu'il ne sortirait rien d'intéressant de ce procès et que ce type de procès n'a d'intérêt que le fait d'avoir eu lieu, c'est-à-dire d'avoir permis finalement à la société de fermer ces pages, à la famille. Ah, Gérard Chemla, je suis... limitée. Oui. Oui, non, non, allez-y, tentez de finir, on a eu un petit bug technique, mais je sens, je croise les doigts, c'est en train de revenir. Et même sur la peine, il est évident que la peine à venir n'aura pas d'impact ou d'intérêt spécifique. Elle a déjà été condamnée à la perpétuité, elle ne peut pas être condamnée au-delà
de ce qui a été fait. Ce procès est un procès symbolique et Monique Olivier est très à sa place dans le procès symbolique. C'est la place qu'elle a toujours occupée, celle de la femme qui manipule sans s'exposer ou en s'exposant le moins possible, tout en distillant des petites choses parce qu'elle aime bien le faire quand même et en venant nous accompagner ou plutôt nous hisser dans ce qui a été leur horreur quotidienne. Donc les parties civiles, elles suivent ça. Elles ont besoin que ça ait lieu, elles souffrent, elles se font parfois accompagner, il y a des cellules psychologiques qui sont là, mais c'est un travail qui va se faire surtout dans l'après, parce que vous savez, une affaire comme ça, on en rêve toutes les nuits, elle vous accompagne bien longtemps, et ça ne se termine pas pour une victime à la fin du procès, au moment du verdict. Alors, il y a eu un autre moment fort en émotion lors de ce procès, c'est lorsque les proches d'Estelle Mouzin sont allés à la barre, racontant à quel point leur vie tout entière et jusqu'à aujourd'hui avait été bouleversée. Écoutez sa demi-sœur par alliance, qui s'appelle aussi Estelle et qui avait le même âge qu'elle à l'époque. C'est au micro d'Éric Josset. C'est une horreur totale, tout ce qu'on peut entendre pendant ce procès et les sévices qu'on peut faire à des jeunes filles. Mais finalement, dire que c'est des monstres, c'est les protéger d'une certaine fin. C'est des êtres humains comme nous, c'est des gens qui ont fait des choix. Ils ont fait le choix de l'horreur, ils ont fait le choix de torturer et il faut qu'ils soient punis pour ça. Christophe Guérin, c'est vrai que c'est très fort ce qu'elle dit. Dire que ce sont des monstres, c'est presque trop gentil avec eux finalement, parce que ce sont des êtres humains et ils ont fait des choix tout simplement, tout bonnement horribles. C'est d'autant plus fort qu'il y a beaucoup de parallèles aussi à faire entre ces deux petites filles à l'époque qui avaient le même âge, le même prénom. Bien sûr. Elle aussi, elle s'appelait Estelle. Elle a dit qu'elle avait grandi en collant... Elle s'appelle toujours Estelle d'ailleurs. Oui, bien sûr. Non, je veux dire, elle a grandi en collant des affiches avec le prénom Estelle et un visage. C'est quand même très dur à vivre. Il me semble qu'elle a dit que faire partie des vivants, c'était aussi un poids très lourd. Mais je suis assez d'accord avec elle. En fait, on parle d'un monstre, mais en fait, dans le box, on n'a pas un monstre. On a une femme qui a participé à des faits monstrueux. Et donc, on s'étonne qu'elle soit piquante avec son fils, qui est une engueulade. Pendant le procès, elle a même pris un fou rire, qu'elle a essayé de contenir. Mais ça reste un être humain, et voilà, c'est pas un automate dans le box. Il ne faut pas s'étonner de ces moments d'audience qui sont assez classiques dans un procès d'assises. Et je rebondis juste sur la culpabilité, parce qu'en fait, ça a été le point commun de tous les témoignages de parties civiles. Ils ont tous évoqué cette culpabilité du vivant, du frère d'Estelle qui dit « si j'avais choisi de rester vivre », avec mon père, peut-être que c'est moi ce jour-là qui aurais été la chercher à l'école. La culpabilité du père qui se dit voilà, je n'étais pas là à ce moment-là. Tous ont eu ce sentiment de culpabilité. Et moi, je me souviens de cet exemple qu'a donné Estelle, la demi-sœur d'Estelle. Elle raconte qu'un jour, elle décroche le téléphone et elle dit bonjour, c'est Estelle. Et quelqu'un lui répond ah, c'est bon, tu as été retrouvée. Voilà, c'est une petite fille qui a grandi avec ça, avec cette comparaison entre leurs deux prénoms, entre leurs deux histoires. Et de cette journée très forte en émotion des témoignages des familles, il y a ce sentiment de culpabilité partagé par tous et ce soulagement après avoir déposé, d'avoir pu dire la souffrance qu'a généré la disparition d'Estelle. C'est une famille détruite. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, la famille a été soupçonnée et ça aurait été une erreur professionnelle de ne pas vérifier cette piste. Il y avait un contexte conjugal très tendu entre les époux Mouzin. Ils ont eu beaucoup d'espoir pendant 15 années avec un restaurant chinois dont on a pété la dalle, des gardes à vue. Ce sont des gens qui, pendant 20 ans, se sont accrochés à un espoir, celui d'avoir la vérité. Et à mon avis, ils l'ont toujours pas aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les 5, mais Marie Belot, je vous garde avec nous, de m'avoir accompagné, d'avoir donné votre expertise aussi pour revenir sur ce fait divers qui est sans doute l'un des plus célèbres, voire le plus célèbre de ces dernières années, et qu'on va continuer de suivre, bien évidemment, puisque le verdict est attendu, a priori, dans la nuit de lundi à mardi, ou voire même mardi.